Déjà, je remercie Game Only, de m'avoir invité parce que c'est super sympa de me donner cette tribune. On avait déjà fait un truc sur le RGPD et c'était déjà, bien passé. Donc, très, très content d'être là avec vous. J'en profite pour faire un petit peu de pub, normale pour le cabinet Shift Avocat, puisqu'on intervient en propriété intellectuelle, nouvelles technologies, comme vous l'avez compris, qu'on s'intéresse particulièrement à tous ces sujets-là depuis 15 ans et qu'accessoirement, on est aussi cofondateur d'une jolie start-up, qui s'appelle Legal Pilot, qui fait un logiciel de SaaS, en automatisation documentaire, pour les juristes et pour les sociétés. Et tout ça nous met dans un bain particulièrement, favorable pour adresser ce genre de questions, qui sont à la limite entre la technologie et le droit. Et c'est exactement ce qui nous intéresse. Donc un sujet, pur, juridico, technique, ou technico-juridique. Et je me suis dit: «Pourquoi ne pas faire un rapport d'étonnement, sur, les, NFT, ces fameux non fungible tokens?» Donc maintenant, vous voyez, vous faites partie des gens qui savent ce que veut dire, NFT, ce qui vous place quand même déjà un cran au-dessus dans la population moyenne, puisque, la plupart des gens auxquels, j'en parle autour de moi ne savent pas du tout à quoi ça correspond. Alors j'avais sous-titré «Espoir juridique et opportunités» et puis, à la fin, après quelques 20 heures de préparation de cette présentation, j'ai fini par mettre en catastrophe un autre sous-titre, NFTs Legal Madness, parce que c'est pas loin d'être un petit enfer juridique et vous allez voir qu'il y a beaucoup à mon avis, de debunk à faire autour, de cette technologie qui est à la fois, passionnante et complètement, bouleversante. En tout cas, pour les juristes. Après, pour les gens qui seront, plus, techniques et plus commerçants, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Allons-y. Alors si ça fonctionne. Alors, déjà, très rapidement, une petite introduction, une petite entrée en matière avec quelques petites choses qui ont agité, la scène, ces derniers mois. C'est vrai que les NFT, on en parle beaucoup depuis, 2021. Ça existe depuis, de nombreuses années, depuis le début de la blockchain, en fait, a priori, à ce que j'ai compris. Mais, ça a connu un regain d'intérêt assez récent, puisque, on a eu des usages, particuliers qui sont faits jour. Alors là, j'en ai pris quelques-uns dans vraiment les plus récents que j'avais en tête et que j'ai réussi à retrouver, avec notamment, et en rapport avec les jeux vidéo. Donc, on avait Louis Vuitton, je crois que c'est le 2 août, 2021, qui a fêté ses 200 ans en lançant un jeu dans lequel, ils mettent en scène la petite fleur, de Vuitton, à qui ils ont donné un petit nom et puis en plus, ils ont, parsemé, le jeu de NFT à trouver. Voilà, donc du coup des objets numériques rares. En septembre 2021 aussi, on a eu, la levée de fonds record, que vous avez tous vu passer, j'imagine, parce que ça a fait, à peu près le tour de la presse économique et au-delà. Donc pour Sorare et leur jeu de foot, avec des collectibles, NFT et donc cette levée de fonds incroyable de 680 millions de dollars. Preuve quand même qu'il y a donc un attrait, manifeste, des investisseurs pour ces questions-là. Octobre 2021, j'ai retenu le Steam qui, expulse, assez violemment a priori, les éditeurs et les studios de jeux à base de crypto et de NFT. Et puis j'aurais pu mettre d'ailleurs, le pendant, à savoir que Epic Games, eux, ont accueilli à bras ouverts, les mêmes éditeurs et les mêmes studios. Donc ça bouge, ça bouge. Je trouve ça intéressant. Fin novembre 2021, c'est-à-dire que maintenant, hein, on a une parcelle, qui s'est vendue, dans le jeu Axie Infinity, pour ceux qui connaissent, qui est, un truc assez enfantin, mais pas si enfantin que ça puisque la partielle, a priori, est partie pour 2,5 millions de dollars. Alors c'est un exemple parmi d'autres parce que des choses qui se vendent en ce moment, en NFT, il y en a tellement que, tous les jours quasiment, je pense qu'on pourrait sortir une grosse vente en millions ou en dizaines de millions. Alors aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est d'essayer de remettre tout ça dans un contexte, technique parce que je pense que tout le monde autour de la table sait pas vraiment ce que c'est que ces NFT. Je sais pas à quel niveau de maturité, sont tous les gens. Ensuite,
Je voudrais évidemment faire un point, un focus très, juridique avec, à la fois, l'encadrement légal, d'une part, très rapidement, en tout cas certains aspects de l'encadrement légal parce qu'il y a des points que je ne pourrais pas aborder, notamment, les points vraiment qui concernent la pure vente, le pur droit de la consommation, ou certaines problématiques fiscales. Il faudra qu'on fasse à mon avis autre chose, pour aller sur ces points-là qui sont encore plus arides à mon avis. Et puis surtout, tout ce qui est, intérêts et limites juridiques, des NFT, à savoir jusqu'où, le NFT permet d'aller juridiquement, quelles sont ses qualités juridiques et quelles sont celles qu'on lui attribue et qu'il n'a peut-être pas. Hem et enfin, j'espère avoir le temps de faire correctement quelques exemples, de NFT dans le jeu vidéo. Alors je pense que bon, pour ceux qui sont, du milieu, ça va pas les étonner parce qu'ils sont au courant de tout ça. Peut-être, je sais pas, ça dépend de votre niveau d'intérêt pour la question. Mais je trouvais ça assez intéressant d'essayer de reboucler ce qu'on s'était dit avec des exemples vraiment de projets, vraiment très récents, qui sont en cours et j'ai essayé d'en prendre quelques-uns qui sont, intéressants de par leur modèle économique. Et donc, j'espère pouvoir appliquer un peu tout ce qu'on s'est dit avant, à tout ça. Alors présentation du NFT, m'en parlant, c'est quoi? De ce que j'ai compris, hein, parce que je suis un humble avocat. Heu, c'est un jeton cryptographique. Alors un jeton cryptographique, ça veut dire que, on crée, un identifiant numérique, qui est généré sur la blockchain, qui est généré sur une technologie de blockchain, pas n'importe quelle blockchain en fait, je pourrais dire. Il y en a beaucoup qui sont faits sur Ethereum, mais pas que. On va voir qu'il y a énormément de blockchains, enfin toutes les blockchains peuvent en fait, permettre, de générer ce genre de jetons. Avec une différence, par rapport, aux autres jetons que l'on connaît bien, qui sont, notamment les monnaies, comme, le bitcoin, ou l'Ethereum, c'est qu'on a affaire à des jetons qui ne sont pas substituables les uns par les autres. Donc c'est en ça que ce sont des jetons, quand on parle de NFT, on parle de jetons non fongibles parce que contrairement à, un bitcoin est tout à fait équivalent d'un autre bitcoin. Il n'y a pas de différence entre les 2. Alors que là, un NFT, théoriquement, il est complètement, unique, et c'est bien ce qui fait, sa force. Il est d'autant plus unique qu'il est associé à un contenu, à un média, la plupart du temps, même si on va voir que c'est un peu plus compliqué, que ça. En tout cas, il est associé, à quelque chose qui lui permet, je dirais, graphiquement, la plupart du temps, d'être, considéré comme un peu plus qu'un jeton simplement, numérique. Les gens l'associent, quand ils l'achètent, à un contenu, donc à un média. Alors je dis pas une œuvre, hein, d'ailleurs vous avez remarqué, parce que je veux vraiment qu'aujourd'hui, on s'attache pas forcément uniquement au statut, éventuellement, d'œuvre qu'il y a autour de tout le marché, du NFT, artistique, mais qu'on soit beaucoup plus large, et qu'on essaie de considérer le NFT, dans son ensemble, sur tous les aspects qu'il peut revêtir. Donc voilà ce que c'est, de façon très simple. Une définition peut-être un petit peu plus technique, le NFT contient des informations, en fait, qui sont inscrites dans la blockchain. Donc, c'est avant tout une suite d'informations et dedans, on va trouver quoi? On va trouver un ou plusieurs smart contracts. On va trouver, le lien, vers l'adresse blockchain, puisque c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a vraiment une adresse unique, dans la blockchain pour pouvoir finalement le retrouver, l'identifier dans l'ensemble des informations qui sont stockées dans les différents blocs et qui constituent cette fameuse chaîne de sécurité, dont on vante les mérites. Et puis il y a des liens, vers les propriétés, donc les qualités, de l'œuvre, donc forme de métadonnées que l'on a, insérées dans ce NFT, donc une description notamment assez précise, de ce qu'est l'œuvre, et puis des liens vers le média, le fameux média externe, heu, ce que l'on voit sur les plateformes, donc ces petites images, parfois des œuvres, parfois non, parfois des choses très laides, parfois des choses qui ont un certain sens. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce que j'ai un peu découvert en fouillant, c'est que le média n'est pas inclus directement dans le NFT. Le NFT, lui, se contente de faire un lien
vers un hébergement extérieur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, je pense, parce que ça va nous servir pour la suite. Un exemple, qui a fait le tour du monde, j'ai bien l'impression, avec, cette œuvre de Beeple qui représente un collage, je crois de 5 000 photos, qui a été vendu à une somme record de 69 millions aux enchères. C'était en début d'année, je crois que c'était en février 2021 et ça, finalement, c'est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer sur le marché des NFT, même si c'est très orienté NFT artistique et comme je vous l'ai dit, le but c'est pas aujourd'hui de rester, purement, sur ce plan-là. Mais, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, voilà, quand vous même le NFT qui est associé à cette œuvre, l'œuvre a été vendue. Le NFT lui, a été créé, a été lié à cette œuvre, mais dans les faits, le NFT, l'œuvre n'est pas présente. Le NFT ne fait que cibler, ne fait que pointer vers un hébergement qui contient l'œuvre et ça, je pense que techniquement, vous allez voir que pour la suite du raisonnement, c'est assez intéressant. Personne n'est encore tombé de son bureau, donc tout va bien. Je remercie, Thibaut et Aurel de donner des signes de vie, fréquents. Un autre exemple, ça sur les mains en plus. Hem, un signe, intéressant aussi, de ce marché bizarre, qui est vraiment compliqué, hein, quand on ne le connaît pas, à décrypter à mon avis, avec ce genre d'œuvre que l'on peut trouver, enfin ce genre de contenu, continue, c'est top, merci. Heu, on voit, là un simple GIF animé a priori, qui pourtant quand on regarde, est coté, vous voyez, 64 Ethereum, ça nous fait 276 000 dollars. Alors vous vous dites: «Mais ce truc-là, en fait, c'est vendu 276 000 dollars. Et là, on comprend pas forcément, est-ce que l'auteur est connu? Est-ce que c'est un artiste connu? Est-ce qu'il y a une notoriété derrière? On comprend pas et puis, quand on fouille un tout petit peu dans le descriptif, on se rend compte qu'il y a une deuxième couche, qui est finalement l'environnement, de ce GIF animé et qui explique pourquoi peut-être ça vaut cette somme-là. En tout cas, ça a une valeur marchande plus élevée que ce qu'on pourrait, attendre. C'est parce qu'en fait, c'est pas seulement, un GIF animé, c'est une carte, une vraie carte d'accès, à du contenu, sur un jeu qu'on verra un peu plus tard, qu'on détaillera un peu plus tard, qui s'appelle The Sandbox, qui est un jeu crypto et qui va vous permettre en fait non seulement, bah, d'être le magnifique propriétaire de ce GIF animé, ça c'est absolument super, mais en plus d'avoir accès à une île et sur cette île de pouvoir coller une villa. Il y a 3 modèles de villas, ils sont absolument magnifiques avec différentes ambiances, le chalet, je sais plus ce qu'il y a, le toboggan, enfin bon, des voilà et donc vous pouvez du coup habiter dans ces villas. En tout cas, vous pouvez avoir votre île et vous pouvez avoir une île dans un groupe d'îles qui s'appelle Fantasy Island. Donc tout ça, en fait, prend corps dans quelque chose d'un peu plus compliqué, et je reviendrai sur cet exemple qui me paraît extrêmement intéressant pour comprendre toute la profondeur qu'il y a derrière ces fameux NFT. En tout cas, ce que j'aime enfin, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même alors je ne sais pas s'il a été vendu, aujourd'hui à 276 000 mais le jeu est encore en alpha. Mais en tout cas, vous voyez les prétentions, qui sont là et vu les sommes sur d'autres œuvres que l'on peut trouver sur la même plateforme, on peut imaginer que c'est des sommes qui sont en fait assez réalistes. Hem, Très rapidement, la vente des NFT, ça me semble intéressant de se dire comment ça se vend. Alors là, vous voyez, ce que je viens de vous montrer venait de OpenSea. Mais en fait, on a tout un tas de plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des NFT avec des orientations plus ou moins artistiques, plus ou moins, jeu. Si vous allez sur Decentraland, vous serez plus, sur du jeu a priori, alors que si vous allez, sur OpenSea ou sur Rarible, vous serez plus, sur du NFT artistique. Hem, un autre exemple que je trouve intéressant, c'est la marketplace Atomic Hub que j'ai découvert assez récemment et qui a fait, l'effet un peu d'une explosion atomique dans mon cerveau parce que je pensais avoir compris comment ça fonctionnait et puis, je me suis rendu compte que c'était encore plus compliqué que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, là, c'est un exemple de marketplace dédié aux jeux vidéo,
où on peut générer, des NFT, mais surtout on peut rapatrier des NFT qui proviennent de jeux vidéo, donc de communautés, de projets de jeux, qui, vont tous se retrouver là et qui vont pouvoir être échangés. Donc on a vraiment cette, place de marché inter-communauté, inter-collection, inter-projet, qui est extrêmement intéressante et qui est susceptible là encore de créer de la valeur parce qu'on a un format d'interchange commun entre des, entre des univers et des environnements a priori, séparés. Et tout ça évidemment se vend en crypto-monnaie, donc là en l'occurrence ça va se vendre en Wax puisque, c'est la plateforme qui, c'est la blockchain qui est utilisée là et qui héberge, tout ce système-là. Donc Atomic Hub en fait c'est un sous-projet de Wax, à ce que j'ai compris. Donc, on peut alors je précise quand même, hein, là c'est un exemple donc, à part i ici si vous créez un NFT, à partir d'ici, de cette plateforme, vous allez créer, un NFT sur la crypto Wax. Heu, mais dans les faits, vous pouvez, créer des NFT sur n'importe quelle crypto. Donc, je disais Ethereum tout à l'heure, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Du Solana, notamment dans le jeu vidéo aussi, vous allez en trouver, j'ai plus le nom en tête, mais enfin bon, c'est pas vraiment ce qui manque, quoi. Vous en avez, plusieurs centaines, donc, si c'est pas plusieurs milliers. Alors on va rentrer un petit peu dans le dur. On me dit possible d'échanger en EOS aussi. Alors je sais plus ce que c'est EOS, je l'ai vu passer, mais je ne m'en souviens plus. L'encadrement légal du NFT, alors là, je dirais que ça va être assez, rapide. En fait, il n'y a pas vraiment de cadre légal dédié. Alors vous allez me dire: «Est-ce que c'est surprenant?» parce que c'est assez récent. C'est pas si récent que ça, comme je vous l'ai dit. Donc en fait, le législateur aurait pu s'en emparer parce que c'est un truc qu'on a vu arriver il y a vraiment de nombreuses années, hein. Je crois que j'ai la date de 2012 en tête, pour les premiers cas, d'usage. Donc simplement, ça n'a pas connu un essor, vraiment, populaire, je dirais. Donc ça aurait pu être pris en main par le législateur. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, quand même, on a eu quelques initiatives et on voit des traces. Alors des traces qui sont autour de la blockchain, autour des cryptos, autour des dispositifs, de blockchain, et en fait, ce qu'on appelle, en général, les dispositifs d'enregistrement partagé. Donc vous voyez quelques textes. Vous avez, une ordonnance, de 2016, qui reconnaît une certaine valeur à l'émission de mini-bons dans des dispositifs d'enregistrement électronique partagé. Les mini-bons, c'est quelque chose qui est très particulier, que je maîtrise moi-même assez mal, mais certains en ont tiré, notamment, en matière de dépôt d'œuvres, certaines entreprises ont tiré de cette ordonnance la force probante, de cette blockchain et des dépôts, que l'on pouvait faire dans la blockchain. C'est pas évident en fait, c'est même très, très loin d'être évident, c'est un usage très particulier et la loi reconnaît une certaine équivalence très, 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 très précise et c'est le cas en fait de tous les autres textes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se limite à des usages très financiers. C'est vraiment, pour adouber finalement certains mécanismes qui ont été mis en place par les marchés, qui utilisent de la blockchain et on a des notions qui commencent à émerger, donc comme le dispositif d'enregistrement électronique partagé ou comme cette notion qui vient de la loi Pacte, voilà, maintenant on parle de DEEP et derrière ça sert pas à grand chose, pour le commun des mortels. C'est vraiment en matière, d'émission de titres financiers et on se dit que quand c'est dans la blockchain, ça a une certaine équivalence avec ce qui se fait d'habitude dans d'autres systèmes. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'hyper restreint en termes de reconnaissance, de validité technique et de sécurité de la blockchain. Et alors encore plus du NFT puisque tout ce qui découle de la blockchain, dont le NFT en fait, va découler de ces textes-là. On a, pour l'instant donc, en plus, vraiment en 2019, un rejet, de l'instauration d'un régime spécifique, d'un cadre légal spécifique pour la preuve, et pour, les jetons générés sur la blockchain. Il y a eu une question gouvernementale qui avait été posée, enfin une question, je sais plus, c'est une question à un parlementaire, ouais, qui avait été posée et ça avait été, rejeté en commission assez violemment, tout simplement, sur le motif que c'était assez
enfin, un qui avait des textes qui quand même permettaient des textes généraux qui permettaient d'encadrer tout ça et puis que 2 en fait, on n'était pas du tout sûr que c'était aussi fiable que ça. Alors c'est bon, il y a pas eu beaucoup de publicité autour de cette réponse qu'il a fallu que j'aille chercher très, très loin pour la trouver. Hem, Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une reconnaissance légale finalement? C'est ça. La vraie question, c'est quand on dit encadrement par la loi, c'est qu'est-ce qu'on attend? En fait, la seule chose qu'on attendrait, c'est une présomption de fiabilité. Exactement ce qu'on peut trouver sur la signature électronique de niveau 3, qui est reconnue par le règlement eIDAS, où on peut dire: «Voilà, si vous faites, donc une signature dans ces conditions-là, eh bien, la loi vous reconnaît une présomption de fiabilité». C'est-à-dire que si vous arrivez avec cette technologie-là, le magistrat qui est en face de vous ne pourra pas vous dire que vous devez démontrer la fiabilité de cette technologie. Et c'est ce qu'on pourrait attendre de la blockchain. Si on voulait vraiment lui donner ses lettres de noblesse juridique, il faudrait qu'on ait cette présomption de fiabilité en disant, du moment que c'est inscrit dans la blockchain, du moment que j'ai un NFT qui a été généré sur une blockchain, du moment que j'ai une transaction qui est enregistrée sur une blockchain, à ce moment-là, si celui qui est en face conteste la transaction, notamment, eh bien, c'est à lui de démontrer que la transaction est technologiquement non fiable et donc il va devoir démonter tout le processus technique qui a été mis en place. Donc en fait, ça renverse la charge de la preuve, alors que pour l'instant, si vous utilisez une technologie de blockchain et que vous avez une contestation sur l'opération qui a été menée grâce à cette technologie, eh bien, ça va quand même rester lourdement sur vos épaules de devoir démontrer que vous êtes bien sur une technologie qui est fiable et que voilà, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, c'est fiable. Et évidemment, l'autre essaiera de démontrer que c'est pas le cas. Donc, on n'est pas sur quelque chose aujourd'hui, de très encadré. On n'est pas sur, quelque chose sur lequel le législateur a investi, je dirais, pour donner sa confiance, pour, mettre un tampon en disant: «Ça, c'est bon». Alors attention, hein, les signatures électroniques que vous utilisez aujourd'hui, par exemple, la plupart des signatures électroniques que vous utilisez aujourd'hui sont des processus qui ne bénéficient pas de la présomption non plus. Il faut monter très, très haut dans les niveaux de signature électronique pour avoir une présomption de fiabilité. Il y en a même assez peu, il faut un dispositif technique. Nous, avocats, on en a un, par exemple, parce qu'il nous est délivré en main propre après vérification de notre identité et ce n'est qu'à cette condition-là et en utilisant un tiers certifié, un tiers de confiance, qu'on peut accéder à ce niveau-là de force juridique. Donc finalement, bon, il y a encore du chemin à parcourir pour le NFT, mais c'est assez normal, même la signature électronique a mis du temps. Heu Absence d'un cadre légal dédié toujours avec, 2 constats. Bon, comme je vous disais avec la signature électronique, bon, c'est là encore, c'est pas parce que, on n'a pas de cadre qui reconnaît la présomption, de fiabilité que ça vaut rien. Ça vaut quelque chose parce que c'est technologiquement, certainement très robuste et que c'est reconnu. Il y a un consensus autour, des spécialistes de la question et des techniciens. C'est bien pour ça d'ailleurs, je pense que ça connaît un tel succès. Ensuite, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des dispositions légales qui vont apparaître. Donc on voit des choses au niveau européen pointer le bout de leur nez, notamment avec, tout ce qui est règlement, dit MiCA. Alors c'est pas le chanteur, hein, mais, c'est quelque chose qui est vraiment, est centré théoriquement sur les marchés de cryptoactifs, mais en fait plutôt sous l'angle monétaire. Très peu on voit pas la notion de NFT apparaître. Là encore, on voit des notions qui commencent à apparaître, hein. C'est comme ça que le droit se construit. De texte en texte, on construit, des notions qui sont définies, qui sont sécurisées et puis le texte d'après va construire au-dessus quelque chose d'un peu plus complexe en réutilisant les notions qui ont été, arrêtées, parfois même éprouvées par la pratique. Donc là, on a notamment cette notion de technologie de registre distribué. Derrière, ce terme-là, à chaque fois, il faut comprendre évidemment blockchain. On a un autre projet, dont certains aspects, peuvent toucher, les NFT, le Digital Services Act qui, est encore à l'état de projet, mais qui, peut avoir des implications, pas tellement sur la reconnaissance, du NFT, pour sa valeur juridique, mais plus sous l'angle de la conformité des contenus qui sont vendus sous forme de NFT, notamment vis-à-vis des consommateurs. Où là, il y a peut-être des choses, qu'il faudra qu'on approfondisse, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc même au niveau européen, rien d'immédiat, a priori, en termes de reconnaissance du NFT.
mais ça peut venir, attention, un processus de règlement européen ou de directive, hein, ça met des années, à aboutir. Donc ça veut dire que a priori, dans les années à venir, on n'aura rien d'hyper spécifique, sur ces sujets-là. Alors, nature juridique du NFT, je suis désolé, j'ai pas mis des images partout, des belles images. Alors, pour ceux qui aiment que les bandes dessinées, je suis vraiment navré, c'est un peu aride, mais c'est le juridique qui veut ça. Et croyez-moi que par rapport à ce que j'ai pu voir chez d'autres confrères, c'est pas pour balancer, mais c'est une présentation qui est super fun. Ah oui, oui, je vous promets. La nature juridique du NFT, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que le NFT est une œuvre? Parce qu'en fait, nous, vous savez, les juristes, on a besoin de mettre les trucs dans des cases. Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est on a besoin de faire la qualification, la qualification juridique. Donc, on se dit: «C'est quoi ce NFT? C'est quoi juridiquement, comment je peux l'appréhender?» Donc on a besoin d'essayer de raccrocher le NFT à des choses qui existent. Donc le premier truc qu'on pourrait se dire quand on le voit vendu sur des plateformes comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est que c'est un côté graphique. Donc s'il y a un côté graphique, ça veut dire que potentiellement, c'est peut-être une œuvre protégeable. Donc la réponse, on va pas faire de faux suspense, c'est que non, c'est pas une œuvre, protégeable parce qu'en fait, le NFT n'est a priori pas une œuvre en lui-même. Alors, on pourrait éventuellement aller chercher du côté de sa programmation en disant que le logiciel est protégé par le droit d'auteur. Or, un NFT, c'est du code. Donc éventuellement aller chercher une originalité du code du NFT pour dire qu'il y a une forme de protection. Mais je ne vais même pas aller sur cette voie-là parce qu'à mon avis, la marge de choix est très très faible dans le code que l'on met dans le NFT, notamment dans le smart contract, et je doute qu'il y ait une, une substance suffisante pour aller y trouver de l'originalité. C'est pas, je ferme pas complètement le débat, mais ça, à mon avis, c'est un peu compliqué. Donc, on est plutôt sur de l'information, descriptive, on est, sur des fonctions assez basiques et on est sur de la donnée brute. Donc pas grand chose à aller chercher de ce côté-là. Le NFT est-il, le média en lui-même, objet, du NFT ou le support du média? Je vous ai dit qu'il fallait différencier le NFT et le média, qui est, finalement associé au NFT. Du coup, comme il y a cette dissociation, on peut que conclure que non, le NFT n'est pas non plus le support. Nous, on aime bien en propriété intellectuelle différencier finalement l'œuvre et le support de l'œuvre, les droits et l'œuvre en elle-même. On aime bien tout découper. C'est comme ça qu'on manie la propriété intellectuelle et qu'on différencie finalement quand vous achetez un tableau, vous vous dites: «Tiens, j'ai un tableau, est-ce que j'ai acheté l'œuvre?» Oui, vous avez acheté l'œuvre, vous avez acheté un support de l'œuvre aussi, mais vous n'avez pas forcément les droits sur le tableau. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez avec le tableau, vous devrez demander des autorisations à l'auteur du tableau. Donc on différencie assez nettement le bien corporel et les droits incorporels qui sont attachés à la chose. Donc là encore, le NFT trouble un peu parce qu'on se retrouve avec un truc qui est très clairement rattaché parfois à des œuvres, mais c'est pas l'œuvre en elle-même, c'est pas non plus le support puisque l'œuvre n'est pas non plus contenue dedans. Donc, a priori, c'est pas le support de l'œuvre. Et la question du coup, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, la question que je me suis posée et que d'autres se sont posées avant moi, hein, parce que j'ai quand même pas fait ça dans mon coin. Je suis allé voir ce que disaient des professeurs de droit, je suis allé voir ce que disaient des confrères. Et bien, il y a une idée qui ressort souvent, qui est de dire ça serait une preuve d'authenticité. Donc une sorte de certificat d'authenticité. Comme on en arrive là, bah, on dit, finalement, alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Puisque grâce à ça, on peut prouver qu'on est détenteur de la chose. Donc c'est vrai que assez naturellement, on peut se dire certificat d'authenticité, pourquoi pas? Sauf que, moi je dis le NFT, il permet pas de vérifier la légitimité de l'émetteur. Donc déjà, ça me pose un problème parce que le NFT, il sert pas du tout à démontrer, que, la personne qui a vendu, enfin qui a émis le premier NFT est bien en droit de l'émettre, qu'il est légitime. Donc déjà, ça me pose un problème. Deuxième point, c'est qu'il ne permet pas, ce NFT, de faire la relation entre le fichier d'un média qui peut être donc une œuvre et l'émetteur du NFT, ainsi que ses détenteurs successifs. Donc en fait, il permet pas grand-chose. On peut pas avoir cette relation, qui est absolument assurée, entre le média
et l'émetteur. Donc c'est qui, quoi et est-ce qu'on a bien fait la relation entre le qui et le quoi? Et ben ça, pour l'instant, je suis désolé, le NFT ne le fait pas. J'ai une question, j'ai l'impression. Aurel, alors je vous Ouais, écoute. si je peux poser une question du coup, Dites-moi. je comprends que n'importe qui peut générer un NFT Oui, et que certains NFT contiennent donc une référence vers une œuvre. Mais typiquement, aujourd'hui, par exemple, et donc du coup, on peut pas les lier. Mais par exemple, Twitter, c'est pareil. C'est-à-dire que n'importe qui peut tweeter. oui, Par contre, quand il y a un tweet d'une personnalité publique qui est émis, on arrive à tracer que c'est bien cette personne qui a émis le tweet parce qu'on a les tout à fait. logs et on sait que, par exemple, sa sécurité, il n'y a pas eu de brèche de sécurité sur les connexions au compte. Et en plus, là, on arrive à retracer l'auteur, en plus, parce qu'il y a tout l'historique. Donc, si tu vois, un auteur d'NFT est avéré officiel, tu sais, avec un truc vert, Ouais. euh, est-ce que Alors, ça joue? on va voir ça. Je suis d'accord et on va voir qu'il y a peut-être des choses à faire mieux. C'est un peu mon propos conclusif de dire: «Oui, on peut faire mieux». Il y a certainement quelque chose à faire avec le NFT, mais pas tout seul. Donc, on va y revenir, mais, tu as tout à fait raison. Et alors là où je me suis fait plaisir, c'est de dire finalement le NFT effectivement n'est pas l'équivalent à mon avis des certificats d'authenticité parce qu'il n'en a pas les qualités, mais juste le fromage dans le burger. Alors là, vous allez dire: «Mais où est la référence?» Mais j'ai prévu le coup et oui, forcément, vous savez bien que dans le burger, c'est le fromage qui tient le tout. Ça, c'est tous ceux qui ont préparé des burgers une fois dans leur vie savent que sans fromage, le truc s'effondre. Alors, la métaphore, elle n'est pas totalement gratuite, c'est que regardez bien, vous retrouvez effectivement un peu tout notre contenu. Vous avez l'émetteur, vous avez les métadonnées, vous avez, les médias, le média objet du NFT, le smart contract, l'acquéreur du NFT. Ça, c'est quasiment ce qu'il vous faut pour faire une transaction dans la blockchain et vous vous apercevez que le NFT, en fait, il intervient à un instant, c'est un peu c'est notre tranche de fromage, mais pas plus. Le NFT, c'est pas tout ça. C'est pas le tout. Si on voulait vraiment qu'il y ait certificat d'authenticité, il faudrait que le NFT, prenne l'ensemble. Alors je vois que je peux pas passer en mode, normalement j'ai un pointeur. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Est-ce que j'ai un pointeur rouge, s'il vous plaît? Oui, voilà. En fait, le NFT, pour être un certificat d'authenticité, il faudrait qu'il prenne tout ça. Voilà, enfin, ce soit tout l'ensemble et on voit que c'est pas le cas. En fait, il est juste là, il fait juste la relation grâce au smart contract, il dit: «Voilà, j'ai un média, je fais le lien avec le média, je l'inscris dans une blockchain et je fais la preuve qu'il y a bien eu transaction entre un émetteur 1 et un acquéreur ensuite». C'est à peu près tout. Voilà, faut pas lui en demander à mon avis beaucoup plus. Bon, j'arrête avec mon burger, je me suis fait plaisir. Heu, pour ceux qui ont faim, je suis désolé, en plus c'est la mauvaise heure. Le NFT du coup est-il un contrat? Est-ce que c'est un contrat? Écoutez, ça peut forcément être un contrat puisque, c'est déjà, je dirais, un commencement de preuve par écrit. Ça, c'est l'article, 1362 alinéa 1 du code civil qui nous le dit, de base. Au moins, si c'est pas un contrat, c'est une preuve et un contrat, c'est quoi si ce n'est une preuve? C'est une preuve de consentement. C'est une preuve d'une volonté des parties. Donc déjà, un NFT, ça existe, on peut le lire, c'est un commencement de preuve par écrit. J'insiste pas parce que regardez, il y a la deuxième couche, le smart contract, du NFT, est-il un contrat? Alors, le smart contract, ce fameux code qui est écrit, qui a vocation à, rendre automatique, une partie de l'exécution de certaines conditions qui sont dans le NFT, eh bien, on va s'apercevoir que oui, il y a un programme informatique. Alors certes, c'est pas un contrat au sens de ce que vous imaginez, c'est-à-dire que c'est pas un contrat avec papier, avec des clauses qui sont fatigantes à lire. C'est quelque chose qui s'exécute. Mais ça reprend quand même certains éléments du contrat, c'est-à-dire que ça reproduit la volonté notamment d'un auteur, par exemple. J'aurais pas dû mettre auteur, j'aurais dû mettre émetteur, mais ça reprend la volonté de l'émetteur du NFT et ça reprend, ça matérialise les conditions et les effets de la vente. Donc déjà, c'est quelque chose que vous pourriez aussi écrire dans un contrat. Simplement là, on a décidé de le coder.
C'est pas écrit noir sur blanc dans un langage, humain, je dirais. Le code civil, lui, nous dit simplement: «Écoutez, le principe, c'est qu'on a une parfaite liberté de la preuve, en tout cas jusqu'à 1 500 € parce qu'après il faut avoir un contrat écrit». Bah, qu'à cela ne tienne. Est-ce que le le code civil nous oblige d'avoir un contrat comme on les connaît aujourd'hui, avec des belles clauses et une signature en bas? Je sais pas, le code civil ne l'impose pas, il dit simplement que ça doit être écrit. Un écrit est nécessaire à partir de 1 500 €. Donc, on peut se dire: «Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai quelque chose qui est un écrit». C'est un écrit bizarre, c'est un écrit automatisé, c'est un écrit sous forme de code source, mais c'est un écrit. Il n'y a pas de raison de discriminer, d'autant plus que l'article 1366, lui, nous dit depuis longtemps qu'on n'a pas à faire de distinction entre l'écrit électronique et l'écrit sur support papier. Donc, globalement, j'aurais tendance à conclure positivement, le smart contract est une forme de contrat. On peut écrire un contrat sur n'importe quoi, notamment sur un coin de table, sur une nappe, sur un morceau de PQ. Ça ne changera pas grand-chose à la validité du contrat, c'est juste une preuve. Donc, ça peut être un contrat et on va voir en plus que ce contrat, il peut même être, hybride potentiellement, donc il peut aller au-delà du smart contract. Alors, le smart contract du NFT est-il un contrat numériquement augmenté? C'est-à-dire maintenant, j'ai dit: «OK, c'est un contrat», maintenant est-ce que ça pourrait être plus qu'un contrat? C'est vrai que c'est un contrat qui est quand même super intéressant. Si c'est un contrat, il a quand même des particularités parce qu'en fait, du fait qu'il embarque des instructions, c'est un contrat qui vérifie lui-même qu'il s'exécute. C'est un truc qu'on connaît pas nous juristes. Un contrat, nous, en général, il faut que les parties l'exécutent. Quand ça se passe mal, on envoie des lettres de mise en demeure et puis, quand ça se passe vraiment mal, il y a un juge qui s'assure de l'exécution correcte du contrat. Là, c'est un contrat qui finalement, part un peu du principe que les parties, on ne peut pas leur faire confiance puisque il va s'auto-porter, il va auto-porter son exécution. Il va dire: «Voilà, si, je suis vendu», par exemple, c'est l'hypothèse du droit de suite. Si ce NFT est vendu, l'auteur initial, l'émetteur initial doit toucher 10. Bon, ça c'est quelque chose où on a une condition qui est simple à vérifier, c'est un peu la limite du smart contract, c'est qu'il faut que la condition soit constatable dans la blockchain. Donc on va voir qu'il y a une transaction et on va reverser une partie de la somme de la transaction, à l'auteur. Ce qui reproduit, le droit de suite, puisque le droit de suite historiquement, c'est pour les auteurs d'œuvres plastiques, pour qu'ils puissent être intéressés à la revente successive, des œuvres. Mais dans des conditions particulières que je vous cite très rapidement, en format condensé. Notamment, il faut qu'elle soit soumise à TVA sur le territoire, français, qu'il y ait un professionnel de la vente qui soit présent, et cetera, et cetera. Donc, des limites que le smart contract, lui, est capable de surmonter puisque, là où c'est assez compliqué de suivre le droit de suite, eh bien le smart contract, technologiquement, va permettre une automatisation, de ces fonctions et donc va permettre, de rendre exécutables, des obligations comme un droit de suite, comme une commission, mais ou comme plein d'autres choses, comme par exemple notre exemple de tout à l'heure. Je crois que je l'ai mis d'ailleurs tout de suite après, qu'on retrouve ici, à savoir que le NFT peut porter des obligations qui sont des obligations finalement beaucoup plus larges que simplement la possession. Là, je retrouve mon exemple, je ne suis pas uniquement en possession, du GIF, mais on voit bien que le NFT me donne droit, comme un contrat, me donne accès à une île, donc un service sur un jeu et une certaine possession d'assets, d'items, qui sont, que l'on peut acquérir sur le jeu. Donc, on a des droits, à mon avis, qui sont associés, à ce NFT et on a bien l'impression que c'est l'objet du NFT que d'être finalement, une sorte de clé, encryptée qui vous permet d'accéder à des contenus, et donc, vous pouvez finalement écrire ce que vous voulez, dans ce NFT et vous pouvez écrire des obligations ou concéder des droits à la personne qui est détentrice, de ce NFT. Donc vous voyez qu'il y a une profondeur quand même, je trouve, juridique qui est assez importante et à mon avis, on n'est qu'au début
de ce que l'on peut faire, d'un point de vue juridique avec ce NFT. Personne n'est encore tombé de la chaise, tout va bien. Nature, juridique toujours, alors je me suis posé la question de la fiabilité, du coup, de ce smart contract qui est s'il a, toutes les qualités juridiques que je suis en train de lui conférer, il faut quand même qu'on se pose la question de savoir si c'est vraiment, un contrat suffisant et fiable. Et là, bon, on a quelques limites. Donc déjà, je disais que les obligations sont limitées parce qu'on ne peut pas tout traduire en smart contract. Il faut que, les obligations, soient programmées, que les droits puissent être programmés. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout écrire sous forme de code. Il faut que ce soit des conditions objectives, chiffrées. En gros, il faut qu'il y ait un trigger technique qui entraîne une conséquence, technique aussi. Donc on ne peut pas tout écrire sous la forme, d'un, smart contract. Je pense par exemple à une obligation de confidentialité ou une obligation d'information, on ne sait pas exactement comment ça pourrait se traduire sous la forme de code. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça paraît un peu plus compliqué. La fiabilité, aujourd'hui, on a eu des cas déjà, où des blockchains se sont faites, hacker. Alors pas directement la blockchain, souvent les plateformes qui sont autour, bon, mais il y a des exploits qui ont été, menés et qui ont démontré que tout ça n'était pas complètement aussi fiable que ce qu'on pouvait imaginer. Donc attention, c'est comme me l'avait, relevé d'ailleurs, la réponse, en commission, parlementaire, finalement, c'est pas dit, c'est pas prouvé, c'est pas assez encadré, c'est pas assez mature peut-être pour être sûr qu'on a bien toutes les qualités qu'on pourrait attendre de ce contrat augmenté. Heu et la disponibilité, le point qui me semblait, qui nous a un peu torturés au cabinet, je me retourne vers Gaëtan ici présent, qui est de chez nous et qui, voilà, on s'est pris la tête un peu là-dessus parce que la disponibilité, c'est quoi? C'est la disponibilité du média. C'est Gaëtan qui nous a trouvé, cet article qui faisait référence à des liens, cassés dans des NFT, qui démontrent qu'en fait, il y a des NFT qui aujourd'hui sont en circulation, qui font référence à des médias qui n'existent plus, qui ne sont plus hébergés. Donc ça pose un petit problème et pas qu'un petit, pour moi. Même si le NFT, est porteur d'une valeur intrinsèque, c'est quand même très, très embêtant quand vous achetez un bien, puisque c'est un bien incorporel, vous vous retrouvez avec, un bien, qui n'a plus son média associé. Bon, ça pose, quand même des questions sur la fiabilité de tout ça dans le temps et sur le fait que, les gens investissent tellement d'argent sur quelque chose qui peut disparaître demain. En tout cas, pas disparaître de la blockchain, mais un de ses attributs qui est sa représentation graphique disparaît. Ça peut, poser, question. Le droit de suite qu'on citait tout à l'heure, pareil, ce droit de suite, il est pas forcément on n'a pas réussi à déterminer s'il pouvait, être complètement inviolable. Heu, on a quand même l'impression que, si on sort de l'environnement de la plateforme qui l'a vendu, on n'est pas sûr. En tout cas, techniquement, on n'a pas réussi à avoir, nous, la réponse. Si certains l'ont, je suis preneur. On a toujours le risque, j'ai l'impression, de contourner, en fait, le droit de suite. C'est-à-dire que la commission qui devrait être versée à l'auteur, eh bien, celui qui achète le bien, il n'a aucune obligation au bout de la deuxième, la troisième transaction, il n'est pas lié à l'auteur. Il y a rien, dans le contrat qui le lie à l'auteur et donc il n'est pas obligé de respecter ce droit de suite. Alors il faudrait vraiment en fait que ce droit de suite, ait la capacité d'aller, je dirais quasiment taper dans le compte en banque, directement, du vendeur à chaque fois pour pouvoir prélever cette commission. Ça techniquement, aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est possible et du coup, ça remet un peu en doute ce cet avantage qui vraiment c'est un point qui est souvent mis en avant sur le fait que ça peut être un business model très intéressant pour les auteurs et que ça peut leur permettre de vivre mieux de leur art. Bah, je voilà, j'ai un doute jusqu'à preuve du contraire. Hem, je réponds pas à tous les commentaires, excusez-moi parce que sinon je vais, je vais être en retard. Hem, je reviens du coup je dirais au cœur de la meule, c'est-à-dire,
j'aime bien les métaphores avec le fromage, vous avez remarqué, mais le fait est que, non, le smart contract, il n'est pas fiable, ni suffisant, ni tout ça, mais il a quand même des propriétés qui sont extrêmement intéressantes et le NFT et son smart contract et ses smart contracts, ils sont là pour ça. Donc en fait, la zone là que j'ai, modélisée en gris, je pense que c'est là où il faut l'attendre. C'est là où sont ses qualités, c'est sur la transmission. C'est un registre, une blockchain. Donc c'est un registre et on enregistre toutes les modifications d'état, de ce jeton. Et c'est particulièrement efficace pour dire: «Bah, oui, il y a eu une transmission à un instant T, c'était transmis de tel compte, de telle wallet à telle wallet, donc ça a changé de possesseur». Donc c'est un, registre de transfert de titres. C'est à peu près pareil, hein, et pour ça, c'est très, très efficace. Simplement, vous n'allez pas aller chercher des qualités ici, au moment de la création, de la génération du NFT parce qu'on n'en sait rien. C'est pas le but du NFT de vérifier ça, mais on peut peut-être mettre en place des choses autour, pour vérifier, qu'il a toutes les qualités qu'on voudrait lui donner, faudra peut-être les chercher ailleurs. Donc, est-ce qu'on est finalement face à un NFT, décevant? Hem, alors je répète, c'est un rapport d'étonnement parce que j'ai été à la fois étonné, de tout ce qu'on voulait faire porter comme qualité au NFT et quand on voit l'engouement qu'il y a autour, ça veut dire que les gens ont confiance et la confiance, ça veut dire qu'il y a des garanties juridiques derrière, en théorie. La réalité, je pense quand même, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, qui, se sont engouffrées là-dedans sans trop imaginer toute la complexité qu'il y avait derrière en termes, juridiques. Mais c'est normal, hein, le marché, dépasse, souvent le législateur et les praticiens du droit. C'est à nous de nous adapter ensuite, mais sans vouloir, voilà, du tout faire les oiseaux de mauvais augure parce que c'est pas le but. Vous voyez, je dis plutôt on a des promesses de base qui, à mon avis, sont tenues, à savoir qu'il est là, le NFT, pour créer des actifs numériques facilement échangeables. Et alors ça, pour ça, il remplit complètement son rôle. Après, il est là pour horodater aussi, pour tenir cette forme de preuve qu'à un instant, la chose a été créée, qu'il y a une transaction qui a été réalisée, se souvenir de la date, se souvenir du qui, du quoi. Alors quoi? Description, pas le média, mais au moins, on a la preuve que tout ça a eu lieu et on s'en souvient dans le temps. Donc globalement, ça tient plutôt bien, sa promesse et d'ailleurs, je vous l'avais gardé, pour la bonne bouche, mais on a quand même une définition qui est intéressante dans le code monétaire et financier et finalement, le code monétaire et financier est très générique dans sa description de ce qu'est, un NFT. Lui, il l'appelle un jeton et il dit voilà, constitue un jeton, tout bien incorporel qui représente sous forme numérique, jusque-là, vous voyez qu'on s'est pas mouillé, un ou plusieurs droits, donc là, je suis plutôt enfin, c'est plutôt raccord avec ce que je dis, qui peuvent être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement et on retrouve notre registre. Donc de dire que le jeton, il est là pour rien d'autre que de transférer des droits et de se souvenir que ces droits ont été émis, inscrits, conservés et transférés. C'est tout. Il ne faut pas lui en demander plus. Et à partir de là, déjà, on peut partir sur des bases saines si on est conscient de ça. Et autour, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir monter des choses extrêmement intéressantes. Donc, je disais, heu, à mon avis, je passe un peu vite parce que je vois l'heure qui tourne, mon Dieu, horriblement vite, mais il y a une vraie qualité, c'est l'unicité, la transférabilité, la sécurité. Ça fait c'est générateur de valeur, c'est évident, mais par contre juridiquement, très honnêtement, je pense que le NFT crée plus de problèmes aujourd'hui qu'il n'en résout. Plus de problèmes pour les juristes. Commercialement parlant, ça peut avoir évidemment un intérêt et une certaine praticité. Alors là, je me suis pris un peu la tête, vu l'heure, je vais me permettre de passer, assez rapidement, mais simplement pour, bien, je dirais dissocier, prenez la dernière phrase, gardez en tête qu'un NFT associé à une chose, qui peut être reproduite à l'infini, effectivement, le NFT sera unique, mais ce qui a été reproduit ne le sera pas. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a décidé de créer de la rareté en disant: «Je vais faire un NFT unique sur une chose», qu'on va vraiment créer de la rareté. La rareté, elle va surtout dépendre de celui qui émet le NFT et de la nature du média, qui, est associé.
au NFT. C'est pas le NFT qui va créer de la rareté. C'est ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc ce qui veut dire qu'il y a une couche juridique qu'on oublie. C'est l'exclusivité, le monopole. C'est ça qui va créer de la rareté. Et ensuite, vous allez associer des NFT qui, s'ils sont officiels, s'ils sont sur des œuvres protégées, s'ils sont sur des œuvres soumises au droit à l'image, en tout cas sur des reproductions soumises au droit à l'image, je pense à des mannequins, je pense à des joueurs de foot, je pense à des. Oui, on va créer de la rareté. Là, effectivement, il y a une rareté qui va être corrélée par le NFT. Mais le NFT qui crée de la rareté tout seul dans son coin, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc, si on voulait, par exemple, améliorer ce NFT, comme on pourrait s'y prendre, et c'est pas complètement fictif, vous allez voir, 1, vérifier la légitimité, en se disant: «Là, si je vérifie la légitimité, c'est-à-dire est-ce que celui qui émet le NFT, est bien en droit d'émettre le NFT?» et qu'on vérifie que c'est l'identité de la personne, donc être sûr que, il est bien celui qu'il dit être. Donc là, ça veut dire que vous êtes en train de verrouiller toute la chaîne. Vous vérifiez bien le qui, vous vérifiez bien le droit qu'a cette personne de le générer et vous vérifiez ensuite avec le NFT qu'il a bien généré et quelles sont les transactions qui en suivent. Et là, vous avez une chaîne qui est complète. Et là, ça devient intéressant. Donc, il y a forcément un intérêt à terme à pouvoir distinguer les NFT officiels des autres. Un autre exemple pour rendre le NFT plus sûr, qui commence à être connu, alors accompagner à mon avis les NFT, les ventes de NFT de contrats. Parce que, comme je vous le disais, vous pouvez faire des contrats hybrides, c'est-à-dire faire un contrat classique et une partie du contrat classique est capable du coup de s'auto-exécuter sous la forme d'un smart contract. Donc vous pouvez avoir un contrat assez complexe en fait, qui est associé au NFT, notamment une cession de droit pour une œuvre. Si vous voulez, votre tableau, que l'artiste, vous avez acheté un NFT artistique, l'artiste peut tout à fait vous dire: «Bah, non seulement je vous cède le NFT, mais je vous cède les droits sur l'œuvre et je vous cède le droit du coup de faire floquer des maillots, imprimer des maillots, des t-shirts pardon, avec ce NFT dessus». Ça, normalement, vous n'avez pas le droit en achetant le NFT. Il faut que l'artiste vous donne le droit de faire ça. Donc dans votre contrat, vous pouvez le prévoir. Mais là, le smart contract ne vous aidera pas. Il vous aidera pas à faire ça. Donc il va falloir écrire un contrat à côté et lier ce contrat au NFT et éventuellement certaines attributions de ce contrat pourront être auto-exécutées à travers le smart contract. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport anglais là qui est sorti avant-hier, un truc de 200 pages que j'ai pas eu le temps de lire intégralement, mais qui parle notamment de ces contrats hybrides qui vont certainement enfin, aller en augmentant, mais qui existent déjà aujourd'hui. Et puis, un truc que j'ai trouvé qui est assez amusant, c'est ce qu'on appelle, le protocole IFPS, qui est représenté ici par Pinata, qui est un service d'hébergement, IFPS, qui vous permet d'avoir un hébergement décentralisé. Donc ça, à quoi ça va vous servir? Bien, à sauvegarder le média dans une sorte de pas de coffre-fort, mais de système d'hébergement décentralisé en pair à pair et donc qui vous garantit que quand vous faites un lien, dans votre NFT avec un protocole, avec un lien IFPS, eh bien vous pourrez retrouver, vous avez un gage de pérennité dans le temps et ça vous évite les liens cassés vers des hébergements, qui ont disparu. Donc là encore, un moyen de rendre, notre, NFT un peu plus sûr. Hem, Très simplement, la maîtrise de l'environnement. Je pense qu'il y a encore, quelque chose de plus simple à faire, c'est finalement éditer ses propres NFT sur la base d'une IP qui est maîtrisée, et identifier comme étant les NFT des NFT officiels sur une base de données qui est, elle, en dehors de la blockchain. C'est-à-dire qu'on est capable de vérifier une fois que vous avez trouvé un NFT et que vous voulez l'acheter, que ce NFT est bien un NFT officiel parce que celui qui était en droit légitimement de générer le NFT tient une base officielle des NFT qu'il a générés. Donc en fait, en croisant les 2, vous devez être capable de savoir si le NFT que vous voulez acheter est bien un NFT qui a été référencé. Et quand je dis ça, j'imagine qu'il y a des moyens techniques de le faire encore plus simple. J'avance un petit peu. Je m'étais intéressé aux sanctions, très rapidement.
Je savais pas où le caler ce truc-là, mais j'avais trouvé cette œuvre et finalement je me suis dit, qui du coup est une reproduction complètement illégale, vous remarquerez bien, mais je me suis dit: «Mais en fait, vous voyez, est-ce qu'ils ont été demandés à Disney, le droit pour faire une œuvre comme ça? Vraisemblablement non. Si c'est vendu en tant qu'NFT, que peut dire Disney? Est-ce que c'est une reproduction de l'œuvre? Non. Comment on peut appréhender ça? Comment est-ce que Disney va empêcher ça? Alors bon, je suis pas allé jusqu'au bout de la logique, mais je pense que la première des infractions finalement et le premier des moyens juridiques de se défendre pour quelqu'un qui estime que des NFT ont été créés, par des personnes qui ne sont pas légitimes à les créer, c'est certainement la concurrence déloyale ou le parasitisme parce que tout simplement on s'engouffre dans dans je dirais le sillage des investissements économiques qui ont été faits par un tiers. Que ce soit une œuvre ou que ce soit n'importe quoi d'autre, une marque, du droit à l'image, ça changera rien en fait. Ça veut dire que si vous créez des NFT, si un tiers crée des NFT, sur la base de quelque chose, heu, sur lequel il n'a aucune légitimité, il y a bien un moyen de le rattraper. Il faut qu'il y ait un moyen de le rattraper parce que, ce NFT, il crée de la valeur et donc ça veut dire qu'il y a une partie de la valeur qui échappe, à celui qui est légitime pour exploiter finalement cette valeur. Mais la vérité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment je pense au code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, de façon de décrire ce que fait le NFT. C'est pas une reproduction, c'est pas une représentation, donc ça perturbe quand même énormément le droit. J'en arrive avec presque pas de retard aux, NFT dans les jeux vidéo, avec quelques exemples intéressants parce que je me suis dit: «Mais alors, c'est quoi un crypto, enfin, c'est quoi un jeu NFT? Est-ce qu'il y a des jeux NFT? Est-ce qu'il y a des jeux où on vend des NFT?» J'en avais entendu parler, j'en ai vu passer et puis là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était plutôt, plus large. C'est du crypto game, en fait. C'est-à-dire qu'on parle de jeux dans lesquels on a de la monnaie virtuelle qui est une monnaie crypto, donc qui est inscrite sur de la blockchain, qui est générée sur la base d'une blockchain. Je vous en ai cité, quelques-uns, à côté. Alors, là, on a du Trillium, on a du Sand, il y en a un dont j'ai oublié le nom là, j'oublie toujours le nom d'ailleurs celui-là, c'est pas quoi et là, il y a du Decentraland, donc c'est du Mana pardon, là, avec les petites pyramides et puis, celui-là, je sais plus, mais c'est un gros là et ouais, je sais plus, j'ai perdu le nom. Si quelqu'un me le retrouve, heu, je suis, heu, je suis preneur. Donc on a de la monnaie virtuelle, ça c'est quasiment tout le temps. On a du play to earn, à savoir qu'avant on farmait dans les jeux, surtout online, on farmait, on y passait du temps. Maintenant quand on farm, en fait on mine. Donc on y passe du temps, mais on va, avoir la capacité à récupérer de la monnaie. Parce qu'on va aller, en farmant, en fait, on fait du minage au sens de la crypto-monnaie. On mine des cryptos. Donc du coup, on va récupérer tout ça dans un wallet type MetaMask. On peut créer ou acheter des assets, NFT. Ça dépend des jeux, mais parfois vous pouvez, les créer et les acheter, parfois vous pouvez que les créer, parfois vous pouvez que les acheter. Donc ça marche dans tous les sens, mais du coup, vous allez vous retrouver avec des objets, des personnages, des terrains, qui sont mis à la vente, sous la forme, de NFT et vous allez trouver des cas où vous pouvez créer carrément avec un éditeur, vous pouvez créer, des objets qui vont être vendus en tant que NFT, dans une marketplace. Et enfin, on peut imaginer un peu en dehors du jeu, mais dans l'univers du jeu, toujours vendre, des produits dérivés en NFT, des concept arts, des collectibles et cetera, tout ce que vous pouvez imaginer, des cartes à jouer, voilà, qui peuvent, là encore, venir augmenter l'univers, mais plus dans une logique de cross média. Quelques exemples que j'ai trouvés, donc un qui est assez connu, dans le monde des crypto games parce que c'est, Alien Worlds, c'est un des plus anciens aujourd'hui. Où je me suis amusé à essayer de décrire ce qu'on y faisait.
Et je pense qu'il serait amusant de mettre ça comme ça entre les mains de quelqu'un qui est complètement en dehors du sujet. Mais, dites-vous bien que donc on mine du Trillium avec des pelles virtuelles, hein, en fait, achetées en Trillium sur des planètes détenues par des joueurs qui offrent des concessions moyennant commission en Trillium avec du loot de NFT possible, y compris provenant d'autres jeux. Donc là déjà, je pense que vous avez à peu près couché toute la table à Noël, hein. Vous avez si quelqu'un a compris ce que vous venez de dire, c'est compliqué d'expliquer ce qui se fait dans un jeu crypto. Et en plus, vous voyez, vous pouvez acheter des NFT avec la monnaie du jeu directement dans la marketplace. Vous pouvez aussi acheter des Trillium en euros pour le charger dans votre wallet Wax. Il y a tout un vocabulaire, j'en rigolais tout seul, c'est qu'il y a tout un vocabulaire en fait à maîtriser, ne serait-ce que pour pouvoir commencer à jouer. Sinon, même avec la page d'accueil du jeu, en fait, on comprend rien. Donc, je me suis amusé à aller voir des tutos pour voir comment, il faut rentrer parce que c'est même pas pédagogique en fait, hein. Il faut vraiment avoir l'habitude de ces jeux-là pour savoir comment on rentre dedans. Un autre exemple, qui est qui est rentré, donc avec The Sandbox, qui est rentré en alpha ouverte, hier, donc je suis vraiment up to date. Où là on crée alors c'est plutôt marrant, mais, on crée, carrément là des ça ressemble à du Minecraft, mais en plus joli. Et on va pouvoir créer, des assets qu'on va pouvoir, vendre. On va pouvoir, aussi créer des zones, des terrains, que l'on peut décorer, qu'on peut vendre. Alors pour les plus anciens, ça va peut-être, vous rappeler Second Life, parce qu'en fait on a connu ça, il y a quelques années quand même. Mais on a l'impression qu'avec la crypto-monnaie, on a là une sorte de Second Life, qui a trouvé son carburant. Parce qu'ils ont leur propre monnaie, le Sand, et donc vous allez tout va transiter par ça et vous allez pouvoir, miner, vous allez pouvoir gagner en jouant, vous allez pouvoir, faire votre petit business directement, à la fois créatif où, il y a des marques aussi qui se sont installées. Je ne vous ai pas montré là, mais vous avez des marques qui ont acheté déjà des territoires. Vous pouvez acheter des zones comme ça se faisait sur Second Life à l'époque et vous pouvez mettre en gros votre marque. Je ne sais plus, eux, ça doit être Adidas qui a acheté une grosse zone, mais vous en avez d'autres. J'ai même vu quelques studios lyonnais d'ailleurs, dont je tairai le nom, qui ont acheté des zones sur, sur Sandbox. J'ai vu quelques noms passer qui ne m'étaient pas inconnus. Donc voilà, donc là encore, des modèles économiques super intéressants. Et puis encore un autre, alors qui m'a retourné le cerveau, j'ai mis une demi-heure à comprendre ce qu'il faisait, avec Planète Air. C'est assez enfin, c'est marrant parce que ça fait pas jeu énorme en termes de coût de production, hein. Mais par contre derrière, on sent qu'il y a un gros modèle économique en fait. Donc, là si vous voulez, c'est un autre modèle encore qui est marrant, c'est que ça c'est basé sur ce qu'on appelle le stacking de NFT. Alors là, il faut vous souvenir d'Atomic Hub. Imaginez-vous que vous récupérez vos assets donc en NFT d'autres jeux que, vous avez peut-être mis notamment sur Atomic Hub pour les échanger. Vous connectez votre portefeuille à Atomic Hub et vous allez récupérer vos assets depuis Atomic Hub et vous allez les injecter dans ce jeu-là, où vous allez en fait les mettre en dépôt et vous allez les bloquer. Et en fait, on vous paye pour l'immobilisation de vos assets. Ça commence à être de la haute finance, hein. Donc on vous rémunère et le plus la carte est rare, donc le plus votre NFT est rare dans le jeu d'origine, hein, et le plus sa valeur est haute en fait sur Atomic Hub et le plus vous allez gagner de l'Ether. C'est leur mana, en gros c'est leur mana interne. Grâce à l'Ether, vous créez des éléments basiques. Grâce aux éléments basiques, vous combinez, des éléments pour obtenir des éléments rares, ce qu'ils appellent les, New Primary Elements. Et ces éléments rares, là, vous avez le choix ensuite de les échanger contre des Wax, qui est la monnaie du jeu, puisque c'est assis sur la plateforme Wax et sur la crypto Wax. Et donc, du coup, sur la crypto-monnaie Wax aussi. Donc, vous récupérez des Wax ou vous décidez de transformer votre primary element. Vous ne le détruisez pas et vous le transformez en NFT que vous allez pouvoir, du coup, revendre aussi et échanger et vous retournez sur Atomic Hub. Donc, vous voyez que tout ça, c'est super simple, hein, et personne n'est encore tombé du bureau. Mais j'ai fait exprès de monter un peu dans les tours en termes de complexité de modèle économique, parce que ça veut dire qu'il y a une infinité en fait de modèles économiques. Et c'est ce que j'ai trouvé plutôt marrant pour mon petit bilan, et j'ai presque tenu le timing, c'est que les jeux vidéo
à force de regarder tout ça, je me suis aperçu que c'était peut-être un des environnements les plus sympas pour le NFT. C'est-à-dire que on retrouve un petit peu tout ce qui manque, tout ce que j'ai souligné tout au long de la présentation comme étant des, des éléments, manquants, des qualités manquantes du NFT. Parce que on est dans des environnements assez maîtrisés. On peut facilement vérifier l'authenticité de l'émetteur. On sait d'où viennent du coup les NFT, les collectibles. On sait aussi fournir une certaine pérennité parce qu'on n'est pas en train d'héberger ça sur un vulgaire serveur. On voit que, la représentation, du donc le média de référence du NFT, il est conservé un peu partout, sur des serveurs avec une vraie infrastructure, une vraie, infra dédiée, donc avec quelque chose d'un peu solide. C'est pas un truc qui est hébergé je ne sais où sur le web et qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc en fait, il y a un certain professionnalisme qui est lié à mon avis à l'édition, du jeu, qui fait que on est dans un environnement avec, une bonne maîtrise déjà pour la génération et puis en plus, on a une maîtrise assez intéressante autour de l'environnement contractuel. C'est-à-dire que on va pouvoir, créer, tout ce qui nous manque, tout ce qui manque autour du smart contract, tout ce qui manque, j'en ai pas parlé, mais dans qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achète en tant que joueur? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les conséquences, par rapport au fait que j'investis du temps dans le jeu? Ben, en fait, les joueurs, depuis toujours, dans les MMORPG, et je dirais qu'ils ont un peu l'habitude d'être malmenés. Je dis pas que ça se passe toujours bien, mais ils ont conscience que quand ils jouent, il y a un certain aléa. Donc, on peut le contractualiser, hein, cet aléa. On peut exclure énormément, les responsabilités, comme je vous le dis là, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et comme vous l'avez vu, il y a plein de qualités dont on n'est pas certain et ça, c'est vraiment impérieux de les exclure, ces garanties, de limiter les responsabilités et puis d'appuyer sur cet aléa en disant: «Vous savez, vous allez gagner des NFT, il y en a qui vont se faire des centaines d'euros par jour, hein, avec ces petites histoires. Mais demain, ça peut s'arrêter. Demain, le jeu peut s'arrêter. Il peut y avoir un crash aussi, d'une communauté, il peut y avoir un crash serveur, il peut y avoir, un problème de sécurité de la blockchain. En gros, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais rappelons-nous d'une chose, c'est qu'au départ, c'est un jeu. C'est un jeu qui est basé sur de l'argent qui peut être échangé contre de l'argent réel, une monnaie virtuelle qui a une parité dans le monde réel avec des euros ou des dollars, mais ça reste un jeu. Et donc finalement, ça vous met dans une situation que je trouve assez, idéale pour essayer de construire quelque chose qui dépasse le NFT et qui met en tout cas les studios et les éditeurs, face à des modèles économiques extrêmement riches, extrêmement complexes, mais qu'il va falloir bâtir, renforcer, à coup de contrat, à coup d'autres technologies. Et néanmoins là pour le coup, vous voyez, je suis peut-être, moins déceptif, enfin j'étais moins déçu par rapport à ça, toujours dans une logique de rapport d'étonnement. Autant le NFT, je trouve qu'on en fait trop, autant ça peut vraiment être un outil super dans cette logique, de modèle économique dédié aux jeux et aux crypto games. Voilà, ce que j'ai fini, il est 13h14 et j'ai fini. Je remercie tout le monde de votre attention et pour ceux qui connaissent la série là, de ces petits NFT, je l'ai mise. Oui, merci à tous, n'hésitez pas si je vous ai pas noyé, si vous n'êtes pas en hypoglycémie, s'ils sont tous tombés. Une bonne introduction. C'est vrai en plus, c'est une introduction je crois. C'est vraiment une introduction parce que c'est infiniment plus complexe que ça, à mon avis. Il y a encore, énormément de choses. Oui. Merci Irina. Bon, il y a des gens qui ont vu la lumière, hein. Je suis content.
Gaëtan, je te fais pas la crasse de te donner la parole pour savoir si tu as un truc à rajouter? Non, c'était très, très complet, merci. J'ai appris des choses, on n'avait pas eu le temps de tout discuter, Ouais, ensemble avant la présentation, mais c'est très enrichissant et je partage ton enthousiasme, sur le secteur du jeu vidéo. cool, 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 cool. Il faut savoir que Gaëtan est exactement à 4 mètres de moi, hein. Ça se voit pas là, mais voilà. C'était très étonnant, cool. Ouais, Ouais, il y a des sujets, qu'on n'a pas abordés, je disais, fiscalité, droit de la conso, il y a des choses à mon avis qu'on peut même difficilement aborder seul. Faudrait, sur le droit de la conso, ça va aller, mais il y a sur le droit des marketplaces. En fait, il y a un environnement juridique qui va se retrouver à s'appliquer dès qu'on va passer à la commercialisation des NFT. Là, je suis resté vraiment en amont sur le haut du panier en émission, nature, transaction, fiabilité des transactions, etc. Mais il y a tout un autre pan qui est sur la distribution des NFT. Et où là, il y a encore d'autres questions qui se posent. Il y a un confrère qui s'est posé la question notamment de l'épuisement du droit. C'est un peu compliqué à aborder, mais sur la maîtrise que peut avoir l'auteur sur les justement les distributions successives et les reventes successives de l'œuvre. Donc tout ça, c'est des sujets qui méritent. C'est très juridique, c'est encore plus juridique que ce que vous avez vu. Donc ça, c'est peut-être pas aussi sexy à faire que ce qu'on a fait, où là, je pouvais me permettre de mettre des images, montrer des choses, et on va vite rentrer dans des débats un peu techniques. Mais je pense qu'il faut surtout enfin, qu'il y ait des problématiques qui remontent et voir s'il y a des gens qui sont intéressés dans la communauté, notamment de Game Only, pour monter des projets, s'il y a des projets en cours. Et là, il y a un champ exploratoire incroyable, mais qui mérite vraiment, à mon avis, d'être sécurisé à minima, si c'est pas à maxima, pour pas qu'il y ait d'effets déceptifs. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment s'amuser. Euh, Surtout, je pense que il n'y a pas de limite en fait. Et je suis très curieux. Je crois que je vais essayer de Sandbox pour ceux qui veulent essayer. Je suis assez curieux. Dès que j'aurai compris comment je mets un compte bancaire sur un wallet MetaMask, je vous promets que vous me verrez sur Sandbox pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Mais ça rappelle tellement ce que faisait Linden Lab à l'époque avec Second Life que je voudrais bien savoir comment ça va atterrir. Je sais pas si certains connaissent d'ailleurs Sandbox. J'ai vu qu'il y avait des têtes qui opinaient favorablement. Moi, là, je me suis pas inscrit à l'alpha, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de terrains qui avaient été pris, hein, qui avaient été réservés. Ouais, si je peux me permettre, moi j'ai déjà fait un tour, j'ai vu pareil des enseignes dont je connaissais le nom sur The Sandbox, mais j'ai toujours l'impression que c'est déjà trop tard, tu vois, parce que Ouais. les frais pour participer au truc, tu vois, au délire, si tu vas d'arriver maintenant, n'importe quel terrain est déjà à plus de 3000 balles, c'est quand même. Ouais, et puis il y a toujours même histoire. C'est vrai que l'attrait à l'argent avec les NFT et avec le reste des cryptos, il est vraiment très difficile dans le sens où je pense que c'est pour ça que Steam. Alors, du coup, je dévie complètement le sujet, mais je pense que c'est pour ça que Steam les a refusés. Parce que les jeux de crypto, ça implique vraiment on veut faire de la thune, quoi. Et donc, ça dénature un petit peu le jeu en tant que tel, de la manière dont c'est fait, en tout cas aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, les gens qui le font de façon vraiment pro, on sent que c'est pour en vivre. Je ne sais pas si c'est leur seule source de revenus, mais vu le temps qu'ils y passent, on peut supposer que oui. en Euh, réalité, pardon, j'interviens, ouais, bonjour. En réalité, on attache une logique, de spéculation boursière autour du jeu vidéo, enfin, c'est ni plus ni moins que ça, donc c'est peut-être les codes de la bourse qui devront être appliqués à peut-être. ce milieu-là, donc c'est là où c'est ultra restrictif, je pense, sur l'avenir et où Ouais, ça doit être encadré, quoi. ouais. Ah, c'est sûr que ça mélange un peu deux mondes, un qui est très léger et un qui est très réglementé. Alors ça fait un peu bizarre. J'arrive pas à savoir si c'est un carburant intéressant parce que ça veut dire que bon,
il y a des gens qui y passent déjà beaucoup de temps, donc à la rigueur, je dirais qu'en y passant du temps, ils minent et que ça leur rapporte quelque chose et que, pour une part, ça vienne alimenter aussi un modèle économique qui permet aux studios, de s'auto-éditer, d'être, en permanence en train de rajouter du contenu et cetera, sans que ça coûte cher aux joueurs. Il y a peut-être un modèle vertueux à trouver. Ça, je pense que ça mérite, qu'on y réfléchisse et puis, sans forcément tomber dans quelque chose d'hyper spéculatif. Parce que c'est, en fait, potentiellement assez dangereux pour, quelqu'un qui veut monter comme ça tout un univers basé sur une crypto, de se dire, demain, le moindre asset, va coûter, 10 000 il y a des gens que ça va exclure mécaniquement, du jeu. Donc c'est aussi dangereux, de laisser, la spéculation s'envoler. Donc je suis pas sûr que la spéculation soit une fin en soi, pour autant. Gagner, oui, et que certains biens dans le marché interne au jeu prennent de la valeur, pourquoi pas, qu'il y ait une rareté, pourquoi pas, mais par contre, que la monnaie s'emballe et que, tous les assets soient inaccessibles, là je me dis, c'est pas bon non plus, c'est bon pour personne. Donc ça doit être maîtrisé aussi. Bah, la rareté va créer une sélection naturelle, aussi du nombre de personnes qui ont accès, hein. Parce que comme tu disais tout à l'heure Aurel, c'est qu'effectivement à 3 000 balles le terrain, tu as même plus envie d'essayer de jouer, bah, même alors que tu comprends à peine ce qui se passe. C'est difficile d'avoir accès à tout ça, quoi. Donc il y a un Ouais, aspect, c'est le double tranchant justement de la bourse, c'est un aspect d'argent facile et de réussite des autres, qui donne envie et puis tu as l'aspect, extrêmement, nocif, derrière et dangereux, quoi, ouais, en tout cas. Donc c'est vrai que c'est aussi attrayant qu'effrayant, hein, c'est normal. c'est ça. Et si vous combinez les 3 jeux là que je vous ai montrés, en fait, il y a moyen de commencer de zéro avec 0 € et juste en jouant, de générer vraiment de la crypto et de pouvoir rentrer justement, se constituer un wallet suffisamment, confortable pour pouvoir rentrer dans des jeux qui nécessitent eux d'avoir de la crypto avant de pouvoir jouer. Donc en fait, ça fait des écosystèmes Mmh. assez complémentaires parce que voilà, avoir une pelle sur, Alien, Worlds, c'est assez simple. Donc on peut facilement commencer à miner avec sa pelle virtuelle, sa shovel virtuelle, et puis commencer à accumuler en fait et à vendre ce qu'on trouve et à looter des trucs rares qui vont pouvoir être vendus correctement en monnaie virtuelle, échangeable dans une autre monnaie virtuelle sur un portefeuille Wax ou MetaMask, et donc pouvoir ensuite aller sur un autre jeu qui lui demande, de rentrer avec de l'argent. Donc en fait, J'ai fait un peu ce que tu as dit, ça prend beaucoup de temps. ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais on peut rentrer à zéro, avec du temps. Voilà, c'est la limite du truc. Ce Donc ça cela crée, ouais, Je pense que ça exclut, effectivement une partie du public des joueurs et notamment les joueurs mineurs puisque, a priori, ils peuvent pas, céder ou vendre, des actifs monétaires sans le consentement de l'autorité parentale. Donc peut-être que les éditeurs aussi ne se positionnent pas, forcément, sur ce terrain-là pour cette ouais. raison. Les mineurs ne peuvent pas être mineurs. Ouais, C'est ça. Je mais l'avais pas vu venir. tu prends l'exemple de Minecraft, si demain, dans Minecraft où tu mines justement, on te dit: Ouais, il faut payer ta pioche, oui, pour avoir d'autres trucs, bah, ça va poser un grand problème, quoi. Donc c'est plus du tout je pense qu'on utilise le jeu pour d'autres raisons. Je dis pas que c'est pas bien, hein, loin de là, mais voilà, il y a quand même il y a un vrai danger, je pense aussi derrière tout ça à raisonner quand même. on sent bien que les joueurs qui s'occupent de ça, on le voit d'ailleurs aux youtubeurs, qui font les tutos, c'est une certaine catégorie, Ouais. de joueurs qui sont plus des gens, qui communiquent sur la crypto que des gens qui communiquent sur le jeu. Donc je Mmh. suis d'accord que c'est plus rattaché aujourd'hui, j'ai l'impression, à la partie crypto. Mais, il peut y avoir des porosités de plus en plus fréquentes, Ouais, ça va tomber presque dans le domaine commun, mais le vrai intérêt dans tout ça, ce que vous disiez au tout départ, c'est l'aspect, l'aspect nouveau qui est dans tout ça, c'est qu'on a créé un nouvel élément, quoi. ouais. Et maintenant, comment l'encadrer juridiquement, comment le faire comprendre, comment le diversifier, c'est ultra j'aime bien l'idée de l'hamburger, au passage qui est assez claire. Mais non, voilà, c'est en fait, le jeu n'est qu'une des finalités qui existent aujourd'hui et qui est extrêmement, Ouais. facile à comprendre pour la plupart. Mais, voilà, je pense qu'on va découvrir de nouvelles manières d'utiliser tous ces systèmes-là, bientôt, je pense. Il y a des trucs Bah, différents. là, le dernier que j'ai évoqué, Planète R, en fait, je me suis aperçu au bout d'un moment que c'était pas un jeu, quoi. C'est un logiciel hyper aride, de crafting,
Enfin, ça me rappelle les logiciels de simulation économique, de mon enfance, quoi. C'est des tableaux et des tableaux et donc on est sur des trucs, c'est pas fait pour n'importe quel joueur, donc les mineurs, théoriquement, ils sont pas trop intéressés et puis, par contre, il y a des gens que ça va intéresser, mais parce qu'ils sont entre la finance effectivement et le côté c'est de la gamification de la finance, plus qu'autre chose. Mais bon, je dois avouer que ça a quand même, certains attraits, quoi. Voilà. Et surtout si on met une petite couche graphique dessus, mais c'était le cas, je disais avec, Second Life. Je me souviens des casinos, c'était un truc à blanchiment d'argent sale, extraordinaire. C'était des machines à laver, les casinos virtuels sur Second Life, c'était une honte. À un moment, ils ont interdit parce que ça devenait n'importe quoi, mais ça a toujours existé. Je sais pas ce que c'est devenu Second Life, je sais pas si, Je crois que ça existe toujours. ça existe toujours? Oui, ça existe. Et là, il y avait une carte de crédit d'ailleurs déjà à l'époque qui était associée. On pouvait payer un Linden dollar et avoir une conversion en Linden dollar. Je sais pas si ça avait bien fonctionné ça. Ils sont en train d'essayer de refaire la même avec Sandbox en version mieux intégrée avec Wax. Je pense que sans Second Life, on n'aurait pas eu de Sandbox aujourd'hui. Et sans de Sandbox aujourd'hui, on n'aura pas les technos de demain. Je pense que c'est bien de passer par là parce qu'on est obligé de toute façon. Donc, comme on dit, c'est souvent, c'est la thune et le porno qui font driver un peu les technos. Ouais. Et aujourd'hui, si c'est celle-ci qui drive un peu le truc, ça va nous amener à quelque chose demain, quoi. Carrément. Donc, pourquoi pas. Ouais. J'espère que ce sera bien. Ce que je trouve sympa, c'est le côté interchange, plateforme comme ça, comme Atomic Hub, parce que du coup, on se dit, là, il y a des gamins en ce moment, dont les miens, qui claquent 50 balles sur un jeu, qui investissent du temps dedans et puis d'un seul coup le jeu il disparaît ou le jeu il perd sa communauté, les copains sont plus dessus et tout. Offrir à ce moment-là aux gens la possibilité d'extraire les items, les assets, les mettre en vente. Alors, si ça vaut encore quelque chose, si la communauté a disparu, on est d'accord, mais voilà, retrouver une sorte de valeur, de se dire en fait que du coup ça devient un investissement. Le jeu a pris une telle importance honnêtement, en termes de budget, et en termes même de temps de vie, dans les foyers, que je pense que c'est quand même pas illogique de se dire que quand on investit dans un jeu, c'est un investissement qui va au-delà du jeu et qui nécessiterait en fait, ça serait un vecteur incroyable. Je pense pas que ça ferait baisser la consommation, de l'in-game purchase. Ça serait au contraire, parce que c'est un investissement, les gens, se diraient: «Bah, de toute façon, ce sera jamais tout à fait perdu, donc je peux y aller, quoi». Parce que je vais pouvoir me récupérer. Si j'en ai marre de ce jeu, bah, je vais pouvoir échanger ces NFT-là contre d'autres et c'est exactement ce qui est fait aujourd'hui. Ça existe, quoi, donc ça, je trouve ça, vraiment incroyable avec des codes de rareté, qui sont interjeux où là, je trouve que le côté, collectibles en plus joue à fond, c'est hyper vivant et il y a ce côté, un peu comme quand on achetait des Magic, à l'époque. On se disait: «Bah tiens, je vais pouvoir, quand même revendre un jour mon album», donc les centaines d'euros que j'ai balancés dedans. Moi, oui, il est toujours au même endroit, il prend la poussière, hein, j'ai rien dit. Mais c'était l'espoir qui faisait qu'on se disait: «Ah tiens, je vais pouvoir, c'est pas à la banque, mais c'est dans mon classeur». Tu le vends combien à titre indicatif, Gérard? Je sais pas, on peut en discuter. On fera ça après. Je sais pas si je sais plus si j'ai des rares. En plus, je crois que j'ai des trucs assez bien. Ouais. Hem, on a un commentaire: «Après l'éditeur a la maîtrise d'émettre de nouveaux NFT pour créer de l'inflation, baisser les prix». Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, l'éditeur, il peut mais comme aujourd'hui, les éditeurs, en fait, ils font la pluie et le beau temps et moi, je trouve qu'il y a toute une éducation à faire, notamment avec les gamins. On leur dit, on est obligé d'expliquer aux gamins que là, l'item qu'ils veulent acheter, qui est super rare et tout, qui vaut 20 balles, en fait, demain, l'éditeur, il peut dire ou le studio, il peut dire: «Bah non, je vous fais une promo, ça vaut plus que 2 € ou tiens, je te l'offre, si tu es nouveau» et donc en fait, j'ai l'impression, mais je suis pas allé jusqu'au bout de la logique, qu'avec les NFT, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut quand même tracer les choses et il y a une bourse qui va dépasser un niveau de rareté qui va dépasser la simple volonté de l'éditeur, ou du studio. Ouais, l'aspect sécurisation, rassure forcément. Après moi je reprends mon exemple de la bourse, hein, j'y tiens, mais on laisserait pas des gamins jouer en bourse.
Donc, est-ce qu'on les laisserait jouer à un jeu parce que ça reproduit le système de la bourse? Je pense pas. Enfin, il y a Et vraiment cet aspect-là, quoi. tu sais, les parents, aujourd'hui, tu t'aperçois quand tu parles qu'ils se rendent pas compte du tout de ce que font leurs gamins sur les jeux, Alors ni moi, des je les a attache chez moi, mes gamins, donc c'est simple, mais c'est non un mais choix de vie. non, tu avec une laisse très courte, un poteau, Ah non, c'est de la chaîne, hein, directement. très bien. Et mais tu vois, je me dis, ils se rendent pas compte de la complexité, des gamins. Est-ce qu'ils ont intégré pour aller, faire de la collection de gemmes pour avoir le prochain pass de combat en économisant à chaque fois, en faisant un truc en fait, ils construisent des modèles économiques dans leur tête et des façons de Ouais, bien gratter sûr. de la thune virtuelle et grâce à ça, ils vont aller, faire leur petit portefeuille pour éviter d'avoir à taxer les parents. Donc en Ouais, mais fait il y a une gestion de risque qui est quand même ultra importante derrière, je trouve. Parce que tu peux perdre et les 3 quarts du temps, c'est comme le casino, tu perds. ouais, mais dans le jeu, tu perds toujours. Aujourd'hui, dans le jeu, tu perds Oui, mais toujours. quand tu perds de l'argent, enfin de l'argent investi, c'est un peu différent quand même. Tu sais, honnêtement, je pense que tous les parents, à un moment, finissent par craquer et donnent, 20 balles par-ci par-là, une carte, Apple, une carte machin, une carte bidule et donc ils ont pas l'impression de donner de l'argent, ils l'offrent à l'anniversaire et tout et au final, tu as quand même de l'argent qui est dépensé, Mmh. qui est perdu, et définitivement perdu. Où là, peut-être qu'on pourrait justement avoir une sorte de recyclage. Ouais, donc en fait, c'est une éducation, à faire, aussi là-dessus, effectivement, autour de la législation. Bah, ouais et puis une éducation des parents aussi à Oui, non, faire. mais c'est quand je dis éducation, je Ouais. pensais aux parents. Ouais, c'est ça, c'est une éducation, Mmh. enfin, c'est que les parents comprennent ce qui se passe un peu, dans les jeux et parce qu'ils vont être complètement dépassés. Quand tu vois ce que je viens d'expliquer, même moi qui suis un peu sensibilisé et qui essaie de suivre le truc, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir pris en un an, 10 ans de retard. Ah mais c'est évident. Ça va à une vitesse de fou et j'aurais pas quelques clients qui me secouent aussi et qui me sensibilisent en disant: «Tu regarde ce qu'on va faire et tout». Bah, en fait, voilà, toi, bah, je vois bien, on continue de fonctionner avec les mêmes systèmes parce que tu as tes référentiels et alors que là, tu vois bien que si tu te laisses, complètement, enterrer, bah, c'est plus possible de remonter la pente. Ouais. Déjà, tu mets une journée pour comprendre rien que le vocabulaire, pour lire la phrase d'accroche du site. Parce que la phrase d'accroche du site, tu la comprends pas. C'est-à-dire que les mecs sont à un tel niveau de délire, auto-centré dans un entre-soi de gens qui comprend ce qu'ils font, qui viennent de la crypto, qui viennent du jeu, qui sont des gros gamers, des gros ma en fait, ils sont complètement entre eux donc et ils passent d'un jeu à un autre et ils ont même pas besoin de s'expliquer les codes. Ils comprennent tout, mais ils sont quand même obligés d'expliquer aux profanes. Donc c'est même pas l'éditeur qui le fait, tu imagines? C'est des gens, qui jouent, qui font des tutos pour dire comment il faut jouer. C'est-à-dire que les mecs en ont même rien à foutre d'expliquer aux gens comment il faut jouer. Ils en ont même pas besoin. C'est Ouais. ça qui est fou. C'est ça qui m'a c'est le l'her c'est hermétique, c'est complètement hermétique pour rentrer dedans. Mais c'est assez ça me parle ce que je dis, parce que enfin moi XP, qui est là, bon bref, l'école pour laquelle Ouais, je suis là, on forme à des métiers autour du jeu vidéo, en particulier avec des notions d'e-sport, et j'ai beau être joueur depuis toujours, moi dans l'e-sport, il y a des trucs, je regarde des matchs parfois, mais je suis paumé pareil, et c'est ouais, le même genre de choses. Tu les vois jouer, complètement, ils ont des trucs, tu comprends rien, c'est des tout à mondes fait. à part. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est on ouvre dans les prochaines des formations différentes, dont une qui aura un axe NFT, métaverse, etc. Parce que les gamins qui sortent en 2027 enfin, leurs études, ils auront besoin d'avoir ces notions-là. Tu m'étonnes. Donc, ça sera présent, quoi. Aujourd'hui, nous, on galère à comprendre ce que veut dire NFT. En 2027, bah, ça sera courant. Donc, C'est il clair. faut, voilà, il faut vraiment développer tout ça, j'en suis persuadé, hein. Mais ouais, il y a un vrai bel encadrement à faire, à tout point de vue. Bon, bah, on a des choses à faire. Il y On a a du beaucoup jus de de taf. cerveau à produire. Ouais, Si on pouvait gagner des NFT à chaque fois qu'on réfléchit, ça je peux te dire que je serais milliardaire c'est clair. et modeste. Bon. En tout cas, c'était très cool. Merci, c'était bien bien sympa. À bientôt pour la suite, ouais. Merci Merci Anaïs. Théo. Merci à tous C'est et bruyant chez Gamelny, Théo, hein. je l'avais gardé pour la fin mais Ah, ouais, bon, c'est vrai. à bientôt à tous. À Bonne fin de bientôt. journée. Ciao.